L'apprentissage et l'environnement dans lequel il a lieu, c'est-à-dire l'école, sont des facteurs très importants. D'une part parce qu'ils préparent nos enfants à la vie, mais aussi parce que les enfants passent une grande partie de leur vie quotidienne à l'école et à apprendre des choses. Autrement dit, l'école et l'apprentissage constituent une partie essentielle de l'enfance. Pour moi, un apprentissage efficace implique que notre système éducatif soit en mesure de préparer nos élèves, nos enfants et nos jeunes à la société. Je critique dans le système scolaire beaucoup de choses. Comment on motive aujourd'hui les élèves à apprendre dans une école qui a très peu changé ces 100 dernières années. Je m'appelle Amani, je suis au CM2 et j'ai 10 ans. Ce que je préfère, ce sont les cours de français, parce que c'est une nouvelle langue. En fait, ma matière préférée, c'est le sport. Mais en sport, j'apprends plus grand-chose. En psychologie, on considère comme apprentissage tout changement de comportement ou tout changement potentiel de comportement induit par l'expérience. Je m'appelle Myriam Sander, je suis psychologue du développement et neuroscientifique, et je travaille à l'Institut Max Planck de développement humain à Berlin. L'apprentissage est le fait d'acquérir des informations venant de notre environnement, de les enregistrer dans notre mémoire, dans notre cerveau, et d'être capable de les rappeler ultérieurement. Il y a donc toujours une interaction entre le processus de développement cérébral et les expériences que nous mémorisons. L'humain apprend, d'un point de vue cérébral, en supprimant des connexions entre les neurones, en créant des connexions entre les neurones, en renforçant les connexions entre certains neurones dans notre cerveau. Je suis Grégoire Bort, je suis professeur de psychologie du développement et de neurosciences collectives de l'éducation à l'université Paris-Cité et je dirige le laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant au CNRS. Alors l'apprentissage, il est effectivement dépendant du développement cérébral dans le sens où il y a des moments dans notre développement cérébral dans lequel notre cerveau est plus ou moins plastique. Ça veut dire un cerveau dont les connexions vont se créer et se supprimer à des rythmes qui sont un peu plus importants qu'à d'autres périodes de la vie. Alors on sait qu'il y a effectivement une période de la petite enfance où ce rythme de création et de suppression des connexions est extrêmement rapide. Donc ça veut dire que c'est des moments de la vie dans lesquels on peut apprendre très rapidement. Et on voit bien que dans les premières années de la vie, on apprend extrêmement rapidement le langage, la marche, les interactions sociales, la motricité fine, et tout ça se développe quasiment en même temps. Je m'appelle Michael Schulte-Markwort. Je suis spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de l'enfance et de l'adolescence. L'acquisition de connaissances dépend en premier lieu des capacités cognitives de l'apprenant. Il peut y avoir de grandes différences selon qu'on ait affaire à un enfant d'intelligence moyenne, un enfant doué ou un enfant qui a des difficultés d'apprentissage. Il faut donc adapter les exigences à chaque individu. Ensuite, il faut se demander si les capacités cognitives, c'est-à-dire l'intelligence, s'accompagnent d'un profil équilibré ou si on a affaire à un profil susceptible de présenter des déficits de la performance, comme la dyslexie ou la dyscalculie, ou bien si on est face à un enfant qui est systématiquement trop lent ou qui a du mal à se concentrer. Beaucoup de choses peuvent perturber l'apprentissage, mais la base, le point de départ, ce sont les facultés cognitives. Ensuite, il y a des considérations psychiques qui s'ajoutent. Ce que j'aime le plus, c'est travailler avec mes meilleurs amis, faire des activités en binôme et puis, sur l'ordinateur, chercher des infos et les mettre dans un diaporama. J'apprends facilement quand il faut apprendre des choses qui me plaisent, que j'ai vraiment envie d'apprendre. Mais c'est plus dur quand il s'agit de choses que je connais déjà, quand c'est trop facile.
Le plaisir est l'une des principales sources de motivation dans nos vies d'humains. Quand quelque chose nous déplaît, ça nous paraît beaucoup plus difficile et fatigant. Le plaisir donne des ailes. Le plaisir d'apprendre peut être stimulé si le niveau cognitif attendu, c'est-à-dire la tâche d'apprentissage, est calibré de manière à être accessible. Ça ne doit être ni trop facile, ni trop difficile. C'est le grand défi de l'enseignement. Et puis il faut récompenser les apprentissages pour susciter l'envie de continuer. La confiance en soi des enfants se renforce quand ils réussissent dans leurs apprentissages. L'un de nos principes pédagogiques consiste à souligner systématiquement les erreurs. On dit à l'enfant « tu as mal écrit 20 mots sur 50 », au lieu de lui dire « tu as écrit 30 mots correctement ». C'est quelque chose que nous pourrions changer facilement, en évaluant les enfants en fonction de leurs aptitudes, en les aidant à renforcer ces aptitudes et en les motivant pour qu'ils progressent. Sur mon dernier bulletin scolaire, j'avais une moyenne de 15,5 sur 20. Les bonnes notes nous stimulent. Les notes permettent de se comparer aux autres. Et elles sont une source de motivation, car les enfants ont envie d'avoir les meilleures notes possibles. Mais les notes peuvent aussi avoir l'effet inverse. Elles peuvent exclure les enfants, les désavantager, être injustes. Et surtout, elles peuvent démotiver les enfants. Dans des matières comme le sport et la musique, où on demande aux enfants des capacités qui ne peuvent être acquises que de façon limitée, les notes devraient n'avoir qu'un rôle secondaire. Prenons le cas d'un enfant atteint de dyspraxie développementale, c'est-à-dire un trouble de la coordination motrice. Si en sport, je note cet enfant en fonction de ses performances et non pas en fonction de sa volonté de bien faire, je suis injuste. Il faudrait donc pouvoir combiner les notes avec des observations pour les nuancer. Je crois que l'avenir de l'apprentissage passera par des structures participatives qui permettront d'impliquer les enfants et les enseignants qui seront eux-mêmes évalués selon le niveau de satisfaction et les résultats de leurs élèves. En Allemagne, quand un enfant a de mauvaises notes, ça n'a généralement aucune conséquence pour l'enseignant. Un enseignant ne se demande pas s'il a mal fait quelque chose ou si son cours était mauvais. C'est très rare qu'il se pose ce genre de questions. Le plus souvent, le réflexe est de dire que l'enfant n'a pas assez travaillé ou qu'il est trop bête. Si on avait un système parfait, ce qu'on essaierait d'évaluer, c'est les compétences plus que les connaissances. Et puis surtout, on essaierait de les évaluer de façon dynamique, en ne se comparant pas par rapport aux autres, mais en se comparant par rapport à soi-même. Parce que c'est ça qui compte réellement. C'est de savoir où est-ce qu'on en est personnellement du développement de ses compétences dans le temps. Et donc, c'est plutôt de l'évaluation, je dirais, formative qu'il faudrait essayer de développer dans le système éducatif. Mais c'est complexe. Quand j'étais au CM1, je pensais vraiment que j'étais un des meilleurs en maths, et c'était le cas. Cette année-là, j'ai même participé aux Olympiades de mathématiques. Je pense que d'autres enfants ont plus de mal que moi, mais c'est juste parce que mon père me faisait beaucoup d'exercices en maths. Quand il m'emmenait à l'école, il me faisait réciter les tables de multiplication. En fait, ça me plaisait beaucoup, même les divisions et tout ça. Effectivement, chacun d'entre nous a des préférences, au même titre que quand on est adulte, on a des préférences pour certains domaines par rapport à d'autres. Souvent, il y a un lien avec la motivation, et puis il y a souvent un lien aussi avec le contexte familial, c'est-à-dire que dans certaines familles, on va mettre finalement l'accent et on va valoriser plutôt certains domaines par rapport à un autre. Si on fait une caricature d'une certaine manière d'une famille qui serait une famille de diplomates, il est très probable que ces enfants aient été très fortement influencés par le fait de vivre dans des contextes linguistiques différents, donc ils auront peut-être un intérêt particulier pour l'apprentissage des langues, alors que si je suis dans une famille dans laquelle pour des raisons X ou Y, on a un intérêt spécifique pour les nombres et pour les mathématiques, très tôt, on va peut-être jouer à des jeux sur lesquels on va plus faire appel aux compétences mathématiques des enfants, et donc ça va leur donner des facilités d'acquisition de ces compétences.
La recherche nous a appris que la curiosité est une motivation très forte pour apprendre et s'intéresser à des domaines bien précis. Une étude très intéressante a été réalisée avec des enfants et des adolescents. Elle consistait à leur poser des questions, comme dans le jeu « Qui veut gagner des millions ?». L'étude a révélé que la curiosité, l'envie de savoir, avait une grande influence sur la capacité des enfants à mémoriser les réponses. Mais elle a également montré que chez les ados, l'intérêt pour la réponse en soi pouvait avoir un rôle essentiel. Quand un ado dit que tel sujet ne l'intéresse pas, mais qu'il se rend compte après coup que la réponse est intéressante, il retiendra beaucoup mieux l'information. En d'autres termes, quand on montre aux enfants qu'ils ont des lacunes, ils deviennent curieux et ont envie de les combler. Parce qu'au départ, les enfants ont cette curiosité en eux et elle les motive pour apprendre. À l'école, quand j'ai du mal avec un devoir, la plupart du temps, je demande au prof. J'essaye de trouver de l'aide. Et après le week-end, je m'exerce beaucoup à la maison. Quand j'étais au CE2, j'étais très souvent en colère pendant le cours d'allemand. Parce qu'en CE2, on nous faisait tout le temps écrire en écriture cursive. Et je trouvais ça assez compliqué, parce que tous les autres étaient meilleurs que moi. Quand l'école devient trop souvent source de stress, d'échec ou de mal-être, ça a des conséquences sur la vie extrascolaire de l'enfant. Ça peut déclencher des symptômes psychiques comme la dépression, l'anxiété ou un manque de confiance en soi. Certains enfants sont tellement désespérés qu'ils sont convaincus qu'ils n'y arriveront jamais. Les émotions négatives, c'est le refus de coopérer, l'absence de motivation. Les troubles de la concentration soulèvent généralement des suspicions de TDA ou de TDAH. Mais ça, c'est une catégorie diagnostique à part et qui doit être traitée en conséquence. Les fluctuations normales de la concentration, liées au manque de motivation, n'ont rien à voir avec les troubles du déficit de l'attention. Je rencontre très souvent ce genre de fluctuations en thérapie, avec des enfants qui me disent que leurs profs ne les aiment pas, qu'ils ont l'impression d'être lésés par rapport aux autres, ou que quand ils lèvent le doigt pour pouvoir parler, on ne leur donne pas la parole, ou encore qu'ils sont trop timides pour se manifester. Un système éducatif idéal, il fait quoi? Déjà, il commence par apprendre aux enfants et aux élèves à apprendre. Et effectivement, on a construit des systèmes éducatifs qui sont un peu particuliers de ce point de vue-là. C'est-à-dire que la première chose qu'on fait, quasiment, c'est de commencer par leur demander d'apprendre des outils culturels extrêmement complexes à apprendre, comme les mathématiques et la lecture, sans leur avoir donné à aucun moment les stratégies les plus efficaces pour apprendre. Personne ne leur a expliqué comment être attentif et concentré. Personne ne leur a expliqué comment mémoriser des informations. Personne ne leur a expliqué comment être motivé au cours des apprentissages. Personne ne leur a expliqué comment finalement ressentir du plaisir dans leurs apprentissages. Et aujourd'hui, on fait apprendre des poésies en espérant que ça leur permettra de développer des bonnes capacités de mémorisation. Ça n'a aucun effet, ça marche absolument pas. Si je vous apprends par exemple la méthode des lieux, qui est une méthode utilisée depuis l'Antiquité, qui consiste à placer dans un environnement que vous connaissez toutes les informations à des positions spécifiques de l'espace et ensuite de générer une image mentale pour vous déplacer et retrouver ces informations, on sait que ça fonctionne très bien. Et ce qui est fantastique dans le fait d'enseigner à des élèves à apprendre, c'est qu'une fois qu'ils sont armés avec ces compétences, évidemment, ils peuvent apprendre par eux-mêmes. Ils ont une certaine forme d'autonomie par rapport à leurs apprentissages. Et surtout, c'est transférable d'une situation à une autre. Le constat, effectivement, souvent des enseignants dans les classes, c'est que leurs élèves ont beaucoup de mal à se concentrer. Et ça a donné naissance à cette idée et à ce stéréotype, d'ailleurs, assez fortement renforcé dans la société, que les adolescents d'aujourd'hui n'auraient pas la capacité de se concentrer plus de 30 secondes. Bon, déjà, c'est effectivement une très mauvaise observation de ce que font les adolescents. Je mets à défi quiconque d'aller regarder un adolescent qui joue par exemple à un jeu vidéo, même sur console, sur lequel les rythmes finalement sont des rythmes beaucoup plus lents que ceux sur les réseaux sociaux, et pour autant ils peuvent rester concentrés sur des très longues périodes de temps. Et ces deux situations, elles se différencient par la motivation qu'ont les élèves à
se concentrer dans ce contexte-là. Et ce que ça a dit à l'école, ce que ça interroge par rapport à notre système éducatif, c'est effectivement comment on motive aujourd'hui les élèves à apprendre dans une école qui a très peu changé ces 100 dernières années. Je m'appelle Olga, j'ai 11 ans et je vis près de Barcelone. Technovation Girls est un projet pour motiver les filles à faire plus de programmation pour que ça leur plaise quand elles seront plus grandes. De quelles compétences d'avenir avons-nous besoin? De quels savoirs les élèves ont-ils besoin pour pouvoir exercer un métier? Ce sont essentiellement des savoirs techniques. Or, l'école dispense beaucoup trop peu ces savoirs. Ce n'est pas enseigné de manière exhaustive. Il faut une formation de base au monde du numérique. Je m'appelle Léa Schulz, je suis enseignante et actuellement je travaille à l'université de Flensbourg dans le domaine des médias numériques et de l'inclusion. À l'avenir, il sera fondamental de savoir distinguer les vraies informations des fausses, de faire la différence entre de vraies données et des données falsifiées, entre les tentatives de manipulation et la transmission authentique de savoir. Nous devons donner à nos enfants les compétences les plus pointues possibles sur ces questions. L'enjeu sera moins de posséder des connaissances que d'apprendre à utiliser le savoir existant. Il faut apprendre à nos enfants à évaluer la fiabilité des informations. Car à ce niveau-là, les choses changent et tout le monde va devoir s'adapter. Je m'appelle Valéria, je suis la CMO, c'est-à-dire la directrice du marketing. Je m'appelle Olga, je suis la CTO, la directrice technique. Je m'appelle Carla, je suis CPO, c'est-à-dire la chef de produit. Je m'appelle Bertha, je suis la CEO et j'organise les choses pour qu'on puisse livrer à temps. C'est une appli qui propose un jeu vidéo destiné aux enfants de 6 à 16 ans pour qu'ils apprennent que tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux n'est pas forcément vrai. On a d'abord conçu le projet de notre appli sur papier et puis on l'a développé sur ordinateur. Nous avons maintenant des algorithmes qui prennent en charge des pans entiers finalement de notre système économique. Et donc le véritable enjeu, effectivement pour les systèmes éducatifs, c'est de se poser la question de savoir comment on utilise ces nouvelles technologies et comment on développe des compétences chez les apprenants, chez les élèves, pour qu'ils puissent utiliser de façon critique, c'est-à-dire en exprimant une pensée critique vis-à-vis de ces outils. C'est-à-dire que quand on pense aux compétences à développer chez les élèves, il faut les penser de façon beaucoup plus large. C'est aussi, par exemple, quelles sont les compétences aujourd'hui dont nous avons besoin qui ne sont pas substituables par les algorithmes d'intelligence artificielle. Les compétences sur lesquelles on retombe, c'est les compétences socio-émotionnelles et psychosociales. C'est ça qui fonde notre humanité. Donc c'est sans doute ça qu'il faut réussir à développer à côté de compétences techniques. L'idée, c'est pas de dire qu'il ne faut pas des compétences techniques, c'est qu'on ne peut pas réduire cette problématique du numérique aux compétences techniques. Je parle souvent du numérique, mais ça ne signifie pas que le numérique va tout remplacer. Ce qu'on a tendance à oublier, c'est la question de savoir comment nous apprenons. Quand on travaille seul sur un écran, éventuellement avec l'aide d'applications pédagogiques, ce n'est pas de l'apprentissage. Car je travaille seule et ma vie scolaire ne s'inscrit pas dans la coopération avec les autres. L'apprentissage inclusif signifie que les apprenants se confrontent les uns aux autres. L'acquisition des savoirs se construit collectivement. Et c'est ce qui doit se passer à l'école. Bien sûr que le toucher intervient. Il faut prendre les choses en main. Il faut les faire soi-même. Quand je serai grande, je voudrais devenir ingénieure en robotique. Et je pense que la programmation m'aidera beaucoup. On pourra aussi résoudre certains problèmes de la société grâce à la programmation.
Et le futur de l'apprentissage, est-ce qu'il passe par le digital? Est-ce qu'il passe par le numérique? Certainement, puisque la réalité, c'est que notre monde a changé. La révolution numérique a eu lieu. Je pense que l'intelligence artificielle va changer beaucoup de choses. La période Covid nous a montré qu'il était possible d'élargir l'espace scolaire, de sortir de l'enceinte de l'école et d'aller à la découverte du monde, même quand les ressources familiales ne permettent pas forcément de le faire. Je peux entrer en contact avec une personne qui vit en Angleterre ou faire une vidéoconférence avec un correspondant égyptien. Globalement, les frontières que nous connaissons sont en train de disparaître et nous devrions ouvrir nos écoles de la même façon. Je m'appelle Alexandra, j'ai 12 ans et j'habite à Marseille. J'ai déjà presque 2 années en France. Je viens d'Ukraine, de ville d'Odessa. Pour les enfants et les ados, le fait de déménager et d'apprendre une nouvelle langue représente toujours un défi. Tout le monde sait que dans notre société, l'une des clés de l'apprentissage, et donc de la réussite, c'est le langage. On voit bien que le langage joue un rôle essentiel, mais nous ne sommes peut-être pas assez en mesure d'appréhender certaines cultures et de reconnaître le potentiel de certaines langues. Et ça a un impact très fort sur nos élèves, sur les enfants et les jeunes qui arrivent chez nous et qui ont parfois parcouru de grandes distances pour venir ici. Il est d'autant plus important de ne pas hiérarchiser les langues étrangères. Les enseignants devraient dire que c'est formidable de savoir parler l'ukrainien ou l'arabe et ils ne devraient pas faire de distinction avec les élèves qui parlent l'anglais ou le français, des langues occidentales considérées comme chic. Il ne faut pas faire de différence entre ces élèves et ceux qui viennent d'ailleurs. Oui, il a des difficultés. Comme on a écrit quelques variations, un peu, je peux pas écrire parce que je comprends que eux pas qu'est-ce qu'on a écrit, qu'est-ce que j'ai besoin d'écrire, qu'est-ce que je fais maintenant, c'est quelle matière. Je presque pas écrire variation parce que je comprends pas qu'est-ce que j'ai écrit. Pour apprendre une nouvelle langue, nous avons avant tout besoin de communiquer dans cette langue. L'essentiel n'est pas de potasser la grammaire ou le vocabulaire, et encore moins d'apprendre les choses par cœur. Le plus important, c'est de commencer à parler et d'avoir du plaisir à parler. Parce que quand on parle, on a des retours. Notre interlocuteur sourit, on sourit, il y a une interaction, on joue, on fait du sport ensemble. Ma belle-sœur qui a parlé russe, elle est ma meilleure amie maintenant. Et elle m'aide parce qu'elle a traduit ce que j'ai dit. Elle a traduit ce que j'ai pas compris. Oui, maintenant j'écris examen en français. C'est facile maintenant pour moi. Mais pas chaque examen. À histoire, j'ai encore des difficultés et un peu en français. Mais ça va. Je regarde des films, je regarde YouTube. Et chaque jour, j'ai l'application pour apprendre des langues. Je peux parler avec des gens maintenant qui parlent ces langues. Et c'est déjà 4e langue, comme ça, j'aime. Je suis forte. Le multilinguisme est bénéfique pour les enfants et les ados. Ils découvrent une nouvelle culture. Ils se familiarisent avec un autre système linguistique. Nous savons que grâce à cela, les élèves ont la capacité de développer leurs connaissances. Leur apprentissage va au-delà de la langue. Ils transposent ce qu'ils emmagasinent. Par l'usage, ils renforcent leurs compétences. Ils comprennent la manière dont fonctionne la grammaire. Ils comparent les systèmes linguistiques. Il y a là un potentiel incroyable, que malheureusement, nous perdons très souvent quand nous ne laissons pas le multilinguisme s'exprimer. En Allemagne, nous avons des classes dites de préparation, où les élèves acquièrent les bases de l'allemand. Ce n'est pas toujours nécessaire de commencer par ce genre de cours intensifs. Quelle que soit la matière, il est beaucoup plus important de proposer des enseignements qui tiennent compte du niveau de langue des élèves. Et aujourd'hui, les médias numériques, les logiciels de traduction et les possibilités de l'intelligence artificielle nous permettent de communiquer avec ces enfants et ces ados.
Les applications d'apprentissage permettent d'adapter le rythme d'apprentissage au niveau de l'élève, ce qui est souvent très compliqué à faire dans les classes chargées et quand il y a peu d'enseignants. Une application permet ce genre d'enseignement sur mesure. Et vu la pénurie actuelle d'enseignants, c'est évidemment intéressant de tester de nouvelles méthodes d'apprentissage, peut-être plus adaptées aux besoins individuels et qui préparent les enfants à leurs études ou à leur parcours ultérieur. Et c'est ce qui fait la spécificité de l'humanité, c'est la capacité d'avoir créé des outils culturels et de les transmettre d'une génération à une autre. Donc, parce que nous sommes des êtres sociaux et on a besoin d'apprendre à vivre en société. Et puis la dernière chose qui est absolument fondamentale, c'est que pour apprendre de ses erreurs, on a besoin à apprendre à évaluer ce qu'on produit. Quand on fait une activité, on pense qu'on a super bien réussi, puis parfois on est très surpris de voir à quel point ça n'a pas bien marché. Donc ça, réussir à développer ces compétences chez les apprenants, c'est finalement leur apprendre à apprendre. Et ce qui est fantastique dans le fait d'enseigner à des élèves à apprendre, c'est qu'une fois qu'ils sont armés avec ces compétences, évidemment, ils peuvent apprendre par eux-mêmes. Ils ont une certaine forme d'autonomie par rapport à leurs apprentissages. Et surtout, c'est transférable d'une situation à une autre.